Alors, un des points importants de ce chapitre, c'est que vous sachiez bien expliquer les différentes étapes qui ont lieu au cours de la transformation d'hydrogénation et qui mettent en œuvre le catalyseur hétérogène. Il y a plusieurs mots de vocabulaire dont il faut respecter la signification et qu'il faut savoir manipuler. Tout d'abord, la première remarque sur laquelle je reviens, c'est que le catalyseur et les réactifs n'appartiennent pas à la même phase physique. Il y a donc d'abord besoin qu'ils se rencontrent, qu'ils se rapprochent l'un de l'autre, de manière à être suffisamment prêts pour venir ensuite interagir. Cette approche-là, ça s'appelle une diffusion. Lorsqu'ils sont suffisamment près l'un de l'autre, alors l'interaction électrostatique se met en place. C'est une interaction électrostatique de surface. Cela s'appelle une adsorption, comme dans le cadre d'une chromatographie, rappelez-vous. Cette absorption est vraie pour la molécule d'hydrogène et pour la molécule d'alcène. À partir du moment où l'interaction électrostatique est mise en place, alors les réactions chimiques vont avoir lieu. Les doublés d'électrons qui sont impliqués dans cette transformation sont le doublet de la liaison HH et le doublet pi de l'alcène. Il va y avoir une modification des interactions électroniques, ce qui va s'appeler une chimisorption. Ce mot est double. On retrouve la fin du mot, sorption, qui est là pour rappeler que c'est un phénomène de surface, mais il y a quand même la racine de chimie qui indique bien qu'il y a une modification électronique qui est mise en place. Cette chimisorption, c'est une réaction chimique entre les doublés d'électrons qui ont besoin d'être modifiés dans les deux réactifs et les sites du catalyseur. Alors quand je dis site du catalyseur, je pourrais aussi faire référence aux orbitales atomiques des vacances. J'ai choisi de symboliser l'interaction qui va lier les atomes d'hydrogène à la surface du catalyseur en les plaçant en dessous de la surface, pour que vous compreniez bien que cette interaction, elle est forte, elle est chimique entre la surface du catalyseur et les atomes d'hydrogène qui sont quelque part comme englobés à l'intérieur du site catalytique. Le problème est légèrement différent en ce qui concerne l'alcène, parce que tout le squelette de l'alcène, et je vous rappelle que ce squelette est un squelette plan, ne va pas être modifié au cours de l'interaction de chimisorption. Seul le doublet pi est impliqué. Ce doublet pi va donc être en interaction avec la surface du catalyseur, et comme il a eu besoin d'approcher suffisamment l'alcène, il a fallu que géométriquement l'alcène se pose, si vous me permettez l'expression, à la surface du catalyseur, tout en conservant son squelette plan intact. Donc à partir de là, je remarque qu'il va y avoir des conséquences géométriques, évidemment, puisque tout le squelette est conservé à ce moment-là. Et puis, je retrouve le fait que le doublet pi a été chimiquement modifié, chimisorbé, remplacé par deux interactions entre les électrons pi et la surface du catalyseur. À partir du moment où les deux réactifs sont chimisorbés, alors la réaction chimique peut commencer. Il va donc y avoir, dans l'étape numéro 3, une réaction chimique entre sites adsorbés. Les électrons qui venaient initialement de l'hydrogène et ceux qui viennent du doublet pi peuvent se rencontrer et permettre la création des deux liaisons covalentes CH qui se fabriquent simultanément, et je remarque que ces deux liaisons-là, elles sont créées avec une géométrie particulière. Vous constatez qu'elles sont créées entre la surface du catalyseur, qui englobe les électrons réactifs, et le squelette plan de l'alcène qui n'a pas été modifié. Donc ces deux liaisons CH, elles sont créées du même côté du squelette plan de l'alcène. Et donc il va y avoir une stéréochimie particulière qu'il va falloir respecter et bien analyser. Ces deux liaisons CH se fabriquent par la mise en commun des électrons entre sites adsorbés, mais ce sont des interactions chimiques très fortes, plus fortes que les interactions électrostatiques d'adsorption. Donc à partir du moment où les deux liaisons CH sont fabriquées, eh bien on va être en situation d'observer le phénomène inverse, le décrochage, si vous voulez, des liaisons CH fabriquées, ce que l'on appelle une désorption,
qui va permettre à la liaison CH de quitter son interaction avec la surface du catalyseur, en libérant d'ailleurs un site actif sur le catalyseur. C'est le début de la régénération du catalyseur hétérogène. Ce que j'ai mis en place sur le première liaison CH va avoir lieu sur la deuxième liaison CH, si bien que j'assiste à un décrochage complet, une désorption complète de l'alcane fabriqué. Le catalyseur est totalement régénéré, ces deux sites actifs que je symbolise ici par les lacunes sont à nouveau capables de lancer un nouveau cycle catalytique et bien l'alcane va s'éloigner de la surface du catalyseur. C'est encore une fois un phénomène de diffusion qui libère la place pour un nouveau cycle. Donc, vous voyez, il y a toute une série de mots, de vocabulaire comme ça que vous devez être capable de retenir. Je résume tout ça. C'est une suite d'étapes de diffusion des réactifs vers la surface du catalyseur, de manière à permettre d'abord une adsorption physique, interaction électrostatique entre les réactifs et le catalyseur, permettant ensuite d'induire une chimisorption, c'est-à-dire la rupture des liaisons des réactifs qui sont impliqués, en l'occurrence la molécule de H2 et le double épi de l'alcène, ce qui va induire ensuite une réaction chimique entre sites adsorbés. Ce qui permet de fabriquer les liaisons CH, et puis l'alcane se désorbe, il y a désorption et à nouveau diffusion loin de la surface pour l'alcane fabriqué. Voilà tout le vocabulaire que vous devez être capable de manipuler et d'expliquer, moyennant des petits schémas qui ressembleront à ceux que nous venons de voir ensemble. Enfin, pour terminer cette petite partie, passons en revue le vocabulaire qui va avec les propriétés de l'hydrogénation catalytique. C'est bien entendu un vocabulaire de stéréochimie. Nécessairement, puisque les deux liaisons CH sont fabriquées avec une position dans l'espace qui vient du fait qu'elles se fixent du même côté du plan initial de l'alcène, je vais me retrouver avec une réaction qui est une réaction qui va être stéréosélective, et bien évidemment stéréospécifique. Je vous laisse le soin de réfléchir au fait qu'elle est stéréospécifique. Et pour rappeler que les deux liaisons se créent du même côté du plan initial de l'alcène, je n'oublie pas de rajouter le petit mot syn qui rappelle qu'elles sont du même côté. Autre façon de dire cette propriété de stéréochimie, mais non pas vis-à-vis de la transformation, mais vis-à-vis du vocabulaire de la réaction chimique, on appelle aussi ça des cis-additions, pour dire que les deux liaisons sont créées du même côté. Enfin, autre point de vocabulaire avec complètement autre chose à mettre dedans, le fait que nous avons créé des liaisons CH. L'augmentation du nombre de liaisons d'un carbone fonctionnel avec l'élément hydrogène est une réduction, pardon, ça a bougé plus vite que prévu, est une réduction chimique. Retenez encore une fois que dans le cadre de l'oxydoréduction en chimie organique, une réduction, c'est l'augmentation du nombre de liaisons CH. Tout comme je vous avais dit que le dioxygène est ce qu'on appelle l'oxydant universel, H2, et le réducteur universel, donc fixer des H, c'est faire une réduction chimique. Dernier point de réactivité que nous devons aborder ensemble. Que se passe-t-il si je remplace l'utilisation d'un alcène, c'est-à-dire une double liaison, par l'utilisation d'un alcyne? Un alcyne, c'est un composé qui possède une triple liaison carbone-carbone. Donc en termes de géométrie, on a un code VSEPR de type AX2, nous avons donc une molécule qui est linéaire. Mais qu'est-ce que c'est une triple liaison? C'est une sigma plus 2 pi. Donc si j'osais, je vous dirais bien que c'est un double alcène. Ces doubles épis peuvent très bien engager des réactions d'hydrogénation catalytique. On va prendre le temps de réfléchir ensemble à ce qu'il se passe si j'envisage une réaction d'hydrogénation catalytique sur le squelette d'un alcène. On part de cette molécule linéaire.
On envisage la fixation d'un premier H2 sur un catalyseur hétérogène indispensable, par exemple du nickel de Raney. Qu'est-ce que j'ai? J'ai deux H qui vont se fixer dans une réaction dont je viens de dire qu'elle est stéréosélective syn. C'est-à-dire que les deux H vont se fixer du même côté du squelette initial. Ce squelette était un squelette linéaire. Je vais dans un premier temps avoir un squelette où il n'y aura plus qu'une double liaison. J'ai utilisé le premier double épi de l'alcyne. Et je fais très attention à bien comprendre que les deux H se sont fixés du même côté. Donc non seulement j'ai un alcène, mais j'ai un alcène dont je peux affirmer que sa stéréochimie est bien évidemment une stéréochimie connue avec un stéréoisomère de type Z. Les deux H sont du même côté, donc les deux autres groupements sont nécessairement du même côté eux aussi. Mais cet alcène est dans un milieu dans lequel il y a toujours le nickel et le dihydrogène. Donc on peut envisager une deuxième réaction qui aboutirait, on est bien d'accord, à la fabrication d'un alcane dans lequel on aurait deux couples de dihydrogène fixés, eux aussi, dans une stéréochimie de type stéréosélectif syn, mais on n'obtiendrait ici pas de stéréoisomère puisqu'il y a deux H sur chacun des deux carbones. La vraie question, c'est de savoir qui est-ce qui est plus réactif, un alcyne ou un alcène. Le blocage venait du fait que l'alcène devait se positionner à la surface du catalyseur pour que le double épi puisse être chimisorbé. J'espère que vous serez d'accord pour comprendre que si j'ai besoin de poser un plan à la surface d'un autre plan, l'alcène sur le plan local du catalyseur, ça demande plus de manipulation dans l'espace que si je cherche à installer un simple fil à la surface du catalyseur. Donc, je retiens que la réaction sur un alcyne est plus facile parce qu'il y a moins besoin d'orienter la molécule dans l'espace pour qu'elle se fixe à la surface du catalyseur. Par conséquent, il va être possible d'imaginer que la première étape de ce mécanisme puisse être faite sans que nécessairement la deuxième étape, le passage de l'alcène jusqu'à l'alcane, soit mise en œuvre. Cette transformation-là, elle est plus difficile. Eh bien, les chimistes ont mis au point des catalyseurs qui sont des catalyseurs spécifiques, qui vont rendre possible la première étape, c'est-à-dire passer d'un alcyne à un alcène, sans que le passage de ce même alcène à l'alcane associé n'ait lieu. On dit dans ce cas-là que les catalyseurs sont désactivés, c'est-à-dire pas suffisamment efficaces pour que l'alcène puisse être hydrogéné à son tour. On s'arrêtera donc au stade de l'alcène, qui sera, je le rappelle, obligatoirement un alcène de configuration Z, puisque la réaction est stéréospécifique. Syn. Vous n'avez pas besoin de savoir comment on fabrique un tel catalyseur spécifique. Mais par contre, vous devez absolument connaître le nom du catalyseur usuel. On appelle ça le catalyseur de Lindlar. C'est un catalyseur qui est à base de palladium désactivé. Il est fixé sur du charbon. On écrit usuellement la chose suivante: un alcyne traité par du palladium sur charbon désactivé, où on écrit le mot Lindlar, permettra d'arrêter la réaction au stade de l'alcène Z, alors que le même alcyne traité par H2 sur du nickel de Raney permettra d'aller jusqu'au stade de l'alcane. Faites attention, on peut choisir à quel moment on s'arrête dans la réaction.